Hello. J'ai envie de alors je le fais pas en live, mais j'ai envie de vous partager. Je vais quand même tester d'abord ce que je vais dire parce que, pour ceux qui m'ont déjà un petit peu écoutée, vous savez que je suis très spontanée et que même quand j'ai un plan de départ, je ne le suis pas. Donc, je suis pas une fille à plan. Donc je ne le fais pas en live cette fois-ci parce que, je vais parler d'expériences plus personnelles et j'ai envie de parler de beaucoup de choses, mais je voudrais pas que ce soit trop long parce que je sais que de nos jours, ce qui est long, c'est compliqué à suivre. Hem, Aujourd'hui, déjà première chose, aujourd'hui, une personne, m'a appelée Folas. Folas, comme, la folasse, genre tu folle quoi. Donc voilà, j'ai clôturé, cette, rencontre, cette relation, alors j'ai pas spécialement le beau rôle, hein, là-dedans, c'est quelqu'un, je pense, que j'ai, confronté, provoqué, bousculé certainement et je pense que c'était une relation, voilà, pas saine et qui tournait pas rond donc en fait, dans ces cas-là, je bouscule, je rentre dedans et surtout je ne tiens pas les codes et je respecte pas forcément ce qu'on attend, de moi. Hem, mais donc voilà, donc j'y suis allée peut-être fort, je sais pas, je pense que la personne pouvait encaisser mais ça va, j'en ai pas tellement pris en retour. J'aurais dû prendre plus que je folasse. Mais folasse quand même, putain, j'avais envie de vous le partager parce que c'est vrai que moi, je suis expansive, très émotionnelle. Je suis une femme de plus de 40 ans. Donc en fait, j'assume de plus en plus d'être qui je suis et cette liberté. Je trouve qu'arrivé à 40 ans, il y a plein de choses à gérer, mais par rapport au regard qu'on porte sur sa vie, devant soi, derrière soi, etc. Parce que c'est un peu comme un cap de milieu de vie, donc c'est très particulier à vivre. Et c'est très beau, très, challengeant, ça peut être assez angoissant, stressant, il y a plein de choses qui se passent et en même temps, c'est une bonne expérience, c'est une chance et en tout cas, il y a, une liberté, pour la femme qui arrive à cet âge-là, incroyable en fait. On peut s'émanciper totalement des carcans, des attentes de ce qu'on attend de nous en tant que femme, de tout ce qu'on a porté en tant que fille, en tant que femme, en tant que mère. Voilà, c'est vraiment le moment dans la vie, en fait, de se libérer. Et en plus, il se passe tellement de choses autour du féminin dans le monde actuellement que c'est très intéressant d'avoir voilà, la quarantaine en tant que femme et en tant que mère à cette période. Et j'en éprouve beaucoup de gratitude. Euh, Voilà, et en fait, je pense que le masculin et le féminin dans ce monde sont autant blessés l'un que l'autre et sont très séparés. Et je vis beaucoup de séparation du masculin et du féminin. euh, et cette relation, en fait, a mis en perspective parce qu'en fait, vous savez, on rencontre et on est en relation comme des expériences. C'est toujours un terrain d'expérience. Tout est un terrain d'expérience. Enfin, moi, c'est ma vision de la vie, que tout est un terrain d'expérience. Et donc, tout est bon. Il n'y a rien de pas bon. Par contre, ça peut être agréable, moins agréable. Donc, bon, voilà, se faire appeler la folasse, c'est pas dans la catégorie agréable. Franchement, voilà, je l'aurais bien explosé. Bon, je l'ai bloqué. Voilà, on est quitte quoi. Franchement, bon voilà, c'est pas grave, mais c'est vrai que ça active des choses en soi de recevoir des projections, des jugements, des condamnations comme ça, folasse, comme pétasse, comme connasse, comme voilà. Et ça m'a fait penser à quelque chose parce je voulais vous livrer un peu une expérience personnelle parce que en fait, j'aurais pu être blessée de ça et sur le coup, franchement, c'était un peu le cas. Comme je réagissais avant, un peu en mode victime ou alors que j'étais active dans le scénario, hein, faut pas se leurrer, et j'en prends ma part de responsabilité et j'ai conscience de ce qui a été,
enclenché du processus, et cetera, même si j'ai pas toute la vérité, l'authenticité de la situation, je pense, je peux pas mesurer. Mais bon, bref, voilà, j'ai reçu un faux las. Bon, OK, comme un cadeau piégé, quoi. C'est pas le genre de cadeau, on préfère, ma chérie qu'un ma faux las. C'est naze, mais bon, c'est pas grave. Moi, je peux pas en vouloir pour ça en même temps, parce que même si j'ai envie, mais j'en ris parce que ça guérit, le rire guérisseur et l'humour surtout, pour la résilience et en fait, comme on me voit beaucoup rire, on croit que je suis pas atteinte par les choses, alors qu'en fait si, beaucoup. Mais je crois que l'humour, en fait, aide beaucoup à transformer les choses. Voilà. Et en fait, cette histoire, elle m'a fait penser à une autre histoire qui m'avait vraiment chamboulée. Je me dis, ouais, c'est incroyable la vie et les mots, quoi, parce que ça nous pousse, ça nous bouscule, mais ça nous tisse aussi. Alors, des fois, on les prend pour soi, ou on se rebelle contre, ou on les accepte et on les met en soi, comme on parle d'étiquettes, voilà, mais c'est plus que des étiquettes, c'est pas si facile à décoller. On vous colle un post-it, vous l'enlevez. Les mots avec lesquels on grandit dans une relation, desquels on est nourri dans une relation, c'est hyper important. Et alors, je suis pas le best-of là-dessus parce que moi, si on me fâche, les mots, ça va vite, dans tous les registres, hein, franchement, faut pas, je suis pas quelqu'un, qu'il faut fâcher concrètement, donc je m'assume comme telle. Voilà, j'ai une palette émotionnelle assez large, donc voilà, c'est OK pour moi. Quand il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas et que je ne sens pas, je bouscule, en fait. Je suis pas du genre à mettre des tapis, par-dessus, la poussière. Donc moi, je lève les tapis, j'enlève les coussins et je remue tout, en fait, jusqu'à ce que je sens sorte et s'expose et se révèle. Donc en fait, et souvent on m'a dit: «Tu crées des problèmes». Non, tu aimes créer des histoires. Ah non, pas du tout. J'aime les histoires, c'est vrai, parce que j'ai écrit d'ailleurs ma première nouvelle, donc je suis très, très heureuse de ça, de pouvoir écrire aujourd'hui des histoires. Donc effectivement, j'aime les histoires, mais pas les histoires conflictuelles et inventer des histoires avec les gens ou créer des histoires, pas du tout. Il faut savoir qu'en fait, il y a des gens sur Terre qui sont là pour, sans avoir peur du conflit. Ça ne veut pas dire aimer le conflit, mais qui n'en ont pas peur, ou suffisamment en tout cas, pour révéler les choses et les percuter, les bousculer, les révéler et mettre en perspective les choses qui sont à travailler. Donc, qui ne conviennent pas en fait pour que les chemins se séparent et que chacun suive sa route. Voilà, parce que en fait, quand il y a un point de blocage, un nœud, des émotions, des intuitions, des sensations dans le corps qui ne vont pas, ça veut dire quelque chose. Et donc, on m'appelle, on me partage des messages, etc. J'ai des amis aussi qui me proches, voilà, qui me sollicitent par rapport à ce qu'elles vivent dans certaines relations ou autres, leur vie ou leur emploi, leur job, etc., peu importe le contexte, qui me disent et qui ont le doute en fait, qui ne savent pas ce qui leur appartient et ce qui appartient à l'autre. Et, et en fait, il y a moi, j'ai beaucoup cheminé là-dedans parce que, je suis très empathique, très sensible, très émotive, très tout, quoi. Donc c'était carrément le bordel et le chaos pendant très longtemps. Je dis pas que ça ne l'est plus, mais bon, en tout cas, maintenant, j'ai des repères et des boussoles intérieures. Hem, donc c'est plus facile et c'est l'avantage aussi d'avoir un certain âge. Faut le savourer. Salut toi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Savoir différencier ce qui nous appartient de ce qui appartient à l'autre et de ce qui appartient à un contexte. Parce que les choses qu'on ressent, qu'on vit sont aussi très contextuelles et donc faut jamais se couper du contexte. Parce qu'on vous change de contexte, la situation change et ce que vous vivez change. Donc ce que vous expérimentez, c'est toujours contextuel, il y a toujours un contexte et c'est important de le prendre en paramètre. Hem
Tout comme il y a chacun, chaque individu, plus les relations, la relation, pris dans un contexte, un environnement. Et du coup, ça fait de multiples paramètres quand même à prendre en compte. Donc, on peut m'appeler la folasse au bout d'un moment, mais en fait, c'est simplement que la palette est large et que il y a des personnes dans ce monde, et je pense que oui, c'est bien que ces personnes-là existent comme tout à chacun, qui ne sont pas fous du tout, mais qui sont emmerdants. Voilà. Moi, je conçois qu'en fait, ce que je suis, ça peut emmerder certaines personnes. Et parfois, les personnes sont surprises parce qu'elles m'approchent, parce qu'elles me trouvent jolie, souriante, etc. Et elles sont surprises, en fait, par mon tempérament, mon caractère et ma façon de faire les choses. Donc, bon, moi, j'accepte ça et c'est OK. Euh, Simplement, en fait, c'est une question de capacité à prendre en compte un nombre de paramètres pour une situation donnée beaucoup plus importante. Il y a des gens, voilà, plus restreints, plus focus, etc. Puis il y a des gens plus larges, avec plus de palettes et plus de possibilités. Et c'est tout, c'est simple. Donc, voilà. Et donc, dans une situation donnée, pour toute situation, toute expérience, il y a de multiples paramètres. Il n'y a pas que soi, il n'y a pas que l'autre, il n'y a pas que la relation, il n'y a pas que le contexte. C'est un ensemble. Et tout ça, ça joue ensemble, ça danse ensemble. Et ça tisse des choses, des expériences. Et voilà, et c'est important de prendre le temps d'accueillir ce qui nous concerne, ce qui concerne l'autre, ce qui concerne la relation, c'est-à-dire le rapport de l'un à l'autre et ce qui est créé dans cet espace relationnel, et puis ce qui est contextuel, parce que la relation, elle peut bugger à certains moments de par un contexte, aussi un événement extérieur, etc. Donc, il y a pas mal d'enjeux, de challenges, etc. Et c'est important de savoir identifier les choses, d'apprendre à les identifier de manière la plus juste possible pour soi à ce moment-là, pour comprendre ce qu'on vit, ce qu'on expérimente et ce qui est actif en nous, ce qui peut être pris en charge, guéri, ce qui peut être blessé. euh, voilà, et ça en fait partie. Et donc, je voulais vous partager, en fait, quand j'avais 24 ans, j'ai été nommée par un juge pour enfants tiers digne de confiance pour accueillir et avoir la responsabilité, enfin la garde concrètement de ma petite sœur euh, qui avait 11 ans et demi. Euh, voilà, donc ça a duré quelques années. J'en parle très rarement. Je me suis jamais vraiment autorisée à parler de ça parce que je suis pas la seule concernée et que du coup, forcément, vous imaginez bien que ça peut être voilà, il y a une histoire derrière qui peut être douloureuse et complexe et du coup, j'ai jamais voulu ouvrir sur ma vie comme ça. Euh, mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de le faire spontanément et, euh, et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme si, vous savez, il y a des gens en fait qui vivent beaucoup de choses très tôt, qui vivent des vies un peu à l'envers. En fait, arrivé à mes 30 ans, j'avais déjà eu l'impression d'avoir été mariée, divorcée, d'avoir déjà eu des enfants, alors que j'avais rien de tout ça. Et du coup, il y a eu une densité d'expériences de vie comme ça, à un âge quand même précoce pour les vivre et les assimiler. Et ça a créé énormément de choses dans ma vie, de blocages, de freins, de limitations, de peurs, parce que j'ai eu beaucoup de responsabilités très tôt. Et que du coup, à un moment donné, en fait, tel que ça s'est passé, euh, par la suite, j'ai eu peur de prendre des responsabilités. Je voulais plus prendre de responsabilités. Je voulais plus m'engager dans une relation où j'aurais une responsabilité vis-à-vis de quelqu'un. Et ça a créé ça. Parce que en fait, tel que ça s'est clôturé, disons, une fois que je n'étais plus tiers digne de confiance, je me suis sentie très jugée euh, par certains membres de ma famille. Euh, et, euh, et en fait, la personne la plus saine et la plus juste peut-être là-dedans, et que je remercie, j'ai énormément de gratitude pour ce moment, même si c'était un moment très étrange. En fait, dans le bureau du juge, quand j'ai demandé la levée de cette mesure, 5 ans après, euh, pour nombre de raisons, et notamment parce que je ne pouvais plus l'assumer, parce que moi-même, j'étais en fait, ma vie s'effondrait autour, donc je ne pouvais plus moi assumer. Et
Heu, il était temps que je prenne soin de moi parce que en fait, je repartais à zéro, tout s'effondrait et je ne savais pas comment j'allais pouvoir, supporter, ça et faire mieux que ce que j'avais fait. Enfin, je pouvais plus continuer comme c'était. C'était trop lourd, vraiment trop lourd. Je m'échouais en fait, donc voilà, fallait que ça s'arrête. Parce que je pouvais plus assumer cette responsabilité et qu'il y avait un contexte qui s'était quand même amélioré, qui laissait penser et croire à ce moment-là que les choses pouvaient être autrement, pour ma sœur, même si ça n'a pas fonctionné comme on l'avait pensé, espéré et cru. Et donc le juge, en fait, pour enfants, qui nous a suivis, pendant ces 5 années, ponctuellement, pour renouveler la mesure, faire des points et cetera, en fait, ce que je vivais pendant ces 5 ans, c'était fou, complètement fou, à la fois extraordinaire, impossible, hem et et en fait, il a dit un mot, qui m'a fait enfin, il a dit 2 choses qui m'a fait, mais un bien fou, en fait et c'était guérisseur. Ça expliquait, ça mettait en sens tout ce que j'avais vécu. Quelqu'un, en fait, sans que je le dise, comprenait ce que j'avais vécu et me le renvoyait en un mot, hem et il m'a dit: «Merci pour ce que vous avez fait, heu, parce que ce que vous avez fait, c'est totalement schizophrénant». Et en fait, quand il m'a dit ça, mais si vous savez le soulagement que j'ai eu, en fait, c'était un moment familial plutôt triste, dur, ça se passait pas bien du tout, heu, c'était très, très douloureux, mais lui, quand il a dit ça, il m'a soulagée d'un poids, mais incommensurable, en fait. Il m'a réparée instantanément dans ce que j'avais fait, dans ma culpabilité, de ne pas pouvoir poursuivre dans mes choix, heu, voilà et la solitude que j'avais par rapport à tout ça. Et oui, c'était complètement schizophrénant. Une situation totalement schizophrénante avec des douleurs, intrinsèques familiales, très particulières, qu'on ne peut pas saisir forcément de l'extérieur comme ça. Et bref et en fait, cette dernière année de cette mesure, voilà, quand j'ai voulu commencer à tenir les choses, j'étais en séparation, j'ai perdu, mon job, la maison dans laquelle on vivait et cetera. Enfin, vraiment, je perdais tout, donc je devais recommencer tout et 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 en fait, avant que tout s'effondre, sur les conseils d'une amie, je suis allée consulter une thérapeute, une psy. En fait, cette psy, elle était loufoque. Chaque fois que j'en sortais, à l'époque, j'allais pas bien du tout. Et chaque fois que j'en sortais, je me disais, euh, mais elle est compétente ou pas? Mais en fait, je doutais tellement de moi, j'étais tellement mal, j'arrivais pas à vraiment savoir, à me faire confiance et à croire ce que je ressentais. Et cette nana, je peux pas dire elle est compétente, pas compétente. Moi, je pense qu'elle n'était pas suffisamment compétente pour moi, mais à l'époque, par rapport à ce que je pouvais, elle l'était suffisamment compétente, pour ce que j'avais à vivre parce que je m'estimais pas assez pour pouvoir prétendre à mieux, en fait, et c'est ça l'idée. C'est s'estimer suffisamment, pour pouvoir prétendre à mieux pour nous, pour soi et quand ça va pas à un endroit, tous les signes qu'on reçoit, c'est ça, c'est quand vous vous sentez pas bien avec quelqu'un, on peut le travailler, on peut chercher les nœuds, mais quand l'autre ne veut pas, résiste, maintient les choses telles qu'elles sont, c'est quoi la solution? Enfin, les signes qu'on a, je vois plein de gens, plein de femmes se remettre en question, en doute, se miner sur leur estime d'elles-mêmes, se culpabiliser, et cetera et c'est mais stop en fait, stop! Quand votre corps vous dit: «Ça ne va pas», quand vos émotions sont là, vous envahissent et vous disent: «Ça va pas», alors c'est: «Oui, il faut que je travaille mes émotions, je suis trop émotive». Non, mais vos émotions, elles sont là pour vous dire quelque chose. Elles vous disent que ça va pas. Si vous êtes un être avec une palette émotionnelle large, le problème, c'est pas vos émotions. C'est pas la gestion de vos émotions, c'est pas de vous robotiser, c'est pas de vous amoindrir dans ce que vous ressentez. C'est comprendre ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que ça vient traduire? Qu'est-ce que vous pouvez supporter, pas supporter? Quelles sont vos limites? Quel est votre cadre que vous voulez créer à votre vie, à votre bien-être, à vos relations? Euh, Parce que tout n'est pas possible dans une relation. Le respect, c'est très important et se respecter soi, ça s'apprend. Et se comprendre soi, ça s'apprend. Et ces signes-là,
Moi, pendant longtemps, j'ai pas su les comprendre, en fait, et en fait, je les interprétais à l'envers, carrément. Donc voilà, un gros coup de poing dans le plexus, donc que moi je ressentais, mais qui ne m'était pas donné, hein. Ça m'était donné comme une charge énergétique que je recevais dans le chakra du cœur, souvent, ou dans le plexus. Ou voilà, ou le chakra de la gorge aussi. C'est là où souvent moi je suis impactée et je peux pas passer à côté parce qu'en fait ça me fait la force d'un coup de poing que je reçois. Donc ça peut me plier en deux. Heu, les gens qui sont moins émotionnels, moins empathiques, moins intuitifs ne comprennent pas la force de ça et la charge énergétique qu'on reçoit et qu'on se prend et on la prend et elle est réelle même si elle n'est pas visible, même si c'est pas un réel coup de poing qu'on se prend. On le vit, notre corps le vit, notre être le vit. Alors merde, non, je ne suis pas une folasse, je suis un être, complet avec une large palette par rapport à d'autres. Moi, c'est comme ça que je peux définir. Mais après, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour les femmes ou les hommes, ou, parce qu'il y a des hommes hypersensibles aussi, et il y a du masculin blessé autant que du féminin blessé, parce que on a mal joué ou mal dansé ensemble pendant des siècles et que maintenant, il faut se réparer, se réunir, etc. Alors, je suis pas super douée là-dedans, mais pour l'instant, mais j'en parle parce que je sais que j'ai une guérison moi aussi à laquelle participer là-dedans et dans cette réunion-là et mais en tout cas, j'ai envie de dire, voilà, des choses comme ça, en fait, quand on ressent quelque chose comme pas juste, pas aligné, pas bien, qu'on se sent pas bien, bah, putain, c'est qu'il y a un problème. Alors les autres, ils peuvent vous dire: «Il y a pas de problème», mais il y a un problème en fait, hein, si v voilà, quand on n'est pas bien, c'est qu'il y a un problème. Enfin, je veux dire, faut revenir à une base, chercher, comprendre ce qui nous met pas bien. Et quand c'est l'autre, la relation, et qu'il n'y a pas d'évolution possible, faut prendre faut faire des choix et agir en fonction. Alors, il peut y avoir des bénéfices secondaires, des choix de confort, etc. C'est pas un problème, mais il faut être au clair avec son choix et aligné. Il y a des personnes qui restent par choix matériel, par confort de vie, etc. Par confort social, par considération sociale ou pour les enfants ou je sais pas quoi. Ok, tout est ok, il y a pas de souci. C'est juste qu'en fait, il faut être clair avec soi pour être aligné avec son choix et faire un choix et assumer son choix de manière consciente et comprendre ce qu'on vit et voilà, et faire un choix en adéquation avec ça. Mais quand vous ressentez des choses, c'est pas parce que vous avez un problème. Euh, et vous n'êtes pas le problème, vous n'êtes pas la situation qui pose problème forcément, parce que vous êtes l'être émotif, l'être émotionnel, l'être qui va parler, qui va dire, qui va être en expansion en fait dans sa parole, parce que ça va déborder, enfin ça va être perçu comme un débordement. Mais c'est juste une manifestation de quelque chose qui se passe dans un espace-temps entre des êtres, entre deux êtres, dans une relation, dans un contexte qui dit quelque chose et qui dit ça ne va pas. Donc après, chacun prend en considération ce qui est là à sa manière, avec ses possibilités, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités et que ce soit clair. Tout ne vous appartient pas parce que vous êtes émotionnel. Enfin, l'émotion n'est pas un problème en soi, en fait. Voilà. Et non, et non. Et je l'ai cru longtemps, en fait. Donc, je me suis souvent crue très problématique, en fait. Je me suis crue la personne toxique. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'être dans une situation donnée ou avec quelqu'un, mais fondamentalement, je ne suis pas toxique. Fondamentalement, je ne suis pas folle, mais je peux être trop excessive pour certains qui pour eux, ça va être fou. Parce qu'ils ne peuvent pas penser aussi loin, parce qu'ils ne peuvent pas penser avec autant de paramètres, parce qu'ils ne peuvent pas surfer sur autant d'énergie, parce qu'ils ne vibrent pas avec autant d'émotions, qu'ils ne sont pas appris à gérer ça et que du coup, ils ne peuvent pas comprendre et que ça les percute et que ça les dépasse et que voilà. C'est OK, on n'est pas sur le même registre, c'est tout. Faut s'accepter chacun, puis voilà. Hem Et donc je vous raconte juste pour la thérapeute que je suis allée voir, la psy que je suis allée voir la dernière année où j'étais, tiers digne de confiance pour ma sœur, pour sauver un peu les meubles et ma contenance psychique. Et en fait, c'était complètement fou parce que bon, j'ai commencé un parcours thérapeutique en fait avec elle. Donc ça a duré quelques mois avec elle, mais en fait après c'est par ça que j'ai engagé tout un parcours thérapeutique de différentes façons au cours de ma vie après. Mais c'était mon point de départ.
Cette nana, en fait, elle était je me dis, des fois, on part de loin, quoi, et on le voit pas. Il faut regarder le chemin qui est fait aussi et se rappeler qu'en fait, on ne sait pas l'autre, on ne sait pas ses blessures, on ne sait pas sa vie, on ne sait pas ce qu'il définit dans son être par rapport à voilà, ce qu'il vient faire là, déjà, dans son incarnation, les blessures de son âme et puis de cette vie, ce qu'il vient jouer et puis nos contrats d'âme entre nous. Enfin, il y a tellement de choses, franchement, bienveillance et compassion, toujours, reliez-vous au cœur. Mais se relier au cœur, ça ne veut pas dire pardonner, ne rien faire et subir. Voilà, c'est différent aussi, il faut faire attention et être vigilant à ça. Je me suis fait avoir avec ça, alors je vous le partage. Voilà et ça m'arrive encore, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, maintenant, j'ai accepté pour pouvoir être en ouverture, la possibilité de me faire avoir, en fait. Donc moi, j'ai une blessure, entre autres, de trahison, mais donc qui est pas mal active en ce moment, donc je la prends en conscience et je me dis: «OK, OK, on va travailler ça, on va guérir ce qu'on peut là-dedans et c'est OK». Donc forcément, je vis des situations, bah, qui me la renvoient en pleine tête, hein, donc je vis à répétition, ces derniers mois des situations de trahison, en fait, hein, d'arnaque, de mensonges, de doutes, voilà. Après, je rentre un peu en mode psychose parce que je peux plus faire confiance et cetera. Donc voilà, ça, c'est la blessure de trahison. C'est: «Ah, on va m'arnaquer. Bon, OK, on va se calmer surtout». Voilà, donc bon. Mais ça se travaille, ça se guérit. Ça se guérit, ouais, c'est des blessures, mais qui se transforment, en fait, hein, qui peuvent, on n'est pas obligé de les vivre et de les subir toute notre vie, quoi, heureusement. Il y a des techniques pour ça très efficaces, très belles et qui transforment tout ça, donc gratitude aussi pour toutes ces personnes qui nous les partagent, les créent et les canalisent pour nous et nous les transmettent. Voilà et donc cette thérapeute, ma première thérapeute, en fait, au bout de quelques mois où quand même, l'ambiance était super glauque dans son cabinet, mais en fait, j'étais contente parce qu'il y avait pas de salle d'attente et moi, en fait, j'avais une sorte de psychose de la salle d'attente. J'étais une angoissée de la salle d'attente parce que pour une autre histoire que je vous partagerai peut-être un jour dans ma vie, mais bref, j'étais très contente d'avoir trouvé un cabinet où il y avait pas de salle d'attente. Ce qui est pas génial en vérité, mais bon, moi ça me rassurait sur le coup. Mais bon, le cabinet était super glauque et elle aussi, elle était glauque. Mais bon, à l'époque, je devais être glauque et puis voilà quoi, on s'est trouvés, rencontrés et au bout de quelques mois, elle me dit: «Hem, mais faudrait quand même peut-être arrêter d'être farfelue maintenant». Et là, j'ai su que c'était notre dernier échange et notre dernière séance. Parce qu'en fait, un thérapeute quand même, surtout psy, bon, n'est pas là pour vous juger et vous poser ça, c'était un jugement, c'était quelque chose de très fort et elle me trouvait farfelue et en fait, je vous en parle parce que quand j'ai reçu ce mot «folasse», ça m'a renvoyée à elle. Je me suis dit: «Ah ouais, OK». OK, il y a des gens comme ça qui me mettent dans une catégorie, qui me perçoivent dans une catégorie, qui les dépasse totalement, en fait, parce que je suis, en dehors de leur case, de leur repère de vie, de monde, de relations, d'être et cetera. Ça les dépasse, c'est déroutant, hein, il peut y avoir un autre déroutant. Moi, pour moi, les gens binaires, en fait, très terre à terre, très pragmatique, c'est déroutant. Ça peut à un moment donné me coincer un petit peu et je peux, en fait, il faut que je pète la case et le mode binaire donc forcément ça fait des clashs, hein, ça fait des petits volcans. Voilà. Donc c'est de part et d'autre, c'est sans jugement ce que je dis bien sûr, hein. C'est voilà, il faut de tout et chacun a son sens d'être, ici, il y a pas de souci avec ça. Simplement acceptez-vous comme vous êtes en fait, au-delà des jugements des autres, qu'ils soient thérapeutes, médecins, parce que c'est pareil pour les femmes, enceintes qui vont accoucher, ce qu'elles vivent pendant leur grossesse, leurs accouchements. J'ai beaucoup accompagné en sophrologie les femmes enceintes et puis, préparer leur naissance de mère, les accompagner dans leur naissance de mère et l'accueil de leur enfant et cetera et puis, j'ai accompagné aussi, oui, surtout beaucoup de mères qui venaient après leur première naissance pour être accompagnées pour un deuxième enfant parce que en fait, elles avaient un traumatisme du premier accouchement et
Et en fait, voilà, elles allaient à ce premier accouchement avec une confiance totale en l'équipe médicale et en fait, elles ressortaient avec un trauma, physique, et psychologique, émotionnel, affectif et parfois ça répercutait sur, la relation mère-enfant. Donc ouais, il faut faire très attention en fait à, mmh, à ce qu'on projette sur l'autre. Bon ça j'avoue, je suis pas douée avec ça. Je suis je me dis: «Bon Corinne, tu as un petit travail à faire encore là-dessus». Mais c'est OK, on est tous là pour bosser là-dessus et sur des choses mais en tout cas, faire attention à ce qu'on accepte comme projection sur nous-mêmes. Hem et du coup, à ce qu'on projette sur l'autre parce que c'est toujours, ça, la question. Souvent le sujet en tout cas. Voilà, j'ai papoté, moi j'aime bien papoter. Hem, ouais, ouais, voilà, j'avais envie de commenter, Corinne la Folasse. OK, pourquoi pas? Corinne la Farfelue, ouais, OK, pourquoi pas? Mmh, on nous a tous dit beaucoup, beaucoup de choses en fait dans la vie, hem et ce que moi j'ai dit à cette personne, c'est pas mieux non plus, mais Folasse quand même, c'est particulier quoi. J'étais dans des trucs beaucoup plus classiques, voilà et ce qui compte en fait là-dedans, c'est de voir porter son regard, sur son intérieur, sa vie intérieure, son soi intérieur et se dire: «OK, comment ça me touche? Comment ça résonne? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas?» en fait, il y a pas besoin de se justifier à un moment donné. Je n'accepte pas, en fait, à partir du moment où tu me parles comme ça, où tu me considères comme ça, où tu me traites comme ça, tu me traites là et tu me traites pas bien, tu me maltraites, tu me malparles donc stop, 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 stop et parfois, la on est élevé à supporter beaucoup de choses et à un moment donné, en fait, quand ça va pas, ça va pas. Il faut bouger. Bouge, move. Un doudou. Ouais. Hem, écoutez, écoutez vos sensations, votre intuition, vos perceptions, vos émotions. L'émotion est très, très mal traduite, en fait. Elle est très mal perçue, elle est pas du tout ce qu'on croit. Elle est pas nocive, elle est pas toxique et il y a pas de mauvaises émotions. La colère, c'est une puissance formidable pour bouger les choses. Le monde a évolué grâce à la colère, de peuples, de personnes qui d'un coup se sont positionnés et étaient suffisamment en colère pour dire: «Non, non, ça ne peut plus continuer comme ça, donc non». La tristesse, c'est pas ma préférée, mais elle est là aussi pour nous dire des choses, et pour nous conduire sur un chemin de guérison, une voie de guérison, pour nous libérer d'émotions, parce qu'à travers les larmes, on transforme des choses, profondes. Elles nous amènent vers une connexion plus profonde à nous-mêmes. Hem, la joie, il y a des personnes, moi quand je suis joyeuse, bon bah, ça se voit et c'est assez expansif et il y a des personnes que ça va gêner. Ben, ouais, c'est OK. Il y a des personnes, ça va gêner de voir quelqu'un pleurer ou de pleurer soi-même ou d'être en colère, il y a plein de jugements comme ça un peu sociétaux, moraux sur les émotions, mais en fait, c'est pas votre problème. Ce n'est pas un problème, c'est pas un problème. Donc il faut juste bouger son regard, transformer son regard, faire évoluer les choses et s'autoriser à vivre ses émotions. C'est quand même une putain de chance et moi je suis en gratitude d'être un être émotionnel. Alors mon corps émotionnel, bon je le soigne maintenant parce qu'il en a pris plein, mais il il a pas mal de cicatrices. Mais mais aujourd'hui, je suis globalement OK avec ça et du coup, j'avais envie de le partager. Parce qu'en fait, ce qui est beau aussi d'arriver à cet âge-là, vous voyez, de la quarantaine, parce que tout ce que je dis quand même, c'est lié, hein. Je vais pas n'importe où. Hem et ben, c'est en fait cette perspective dans la vie. N'ayez pas peur en fait de vieillir. Enfin, je sais pas s'il y aura des jeunes qui m'écouteront, mais n'ayez pas peur de cet âge, de prendre de l'âge. En fait,
certes, le corps vieillit, mais en fait, on grandit intérieurement. La possibilité et la chance qu'on a à vieillir, à prendre de l'âge, c'est de grandir intérieurement. On arrête de grandir physiquement, mais en fait, on grandit intérieurement. Et c'est une possibilité, en tout cas. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais c'est une possibilité. Et je trouve ça merveilleux. C'est une chance parce que plus on a d'années, plus il y a de perspectives et plus on comprend des choses, on peut transformer des choses. L'énergie change et c'est, en fait, c'est ça une vie, c'est la complétude d'une vie, quoi. Tout ce chemin de vie, quoi. C'est à travers les âges de l'être humain. Et c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus pertinent, en fait, avec de l'âge. Mm. Voilà, moi, ce que j'en pense. En tout cas, voilà, je suis contente. Merci à mes amis, merci à mes doudous, à mes mepettes. Merci à mes filles chéries, à leur cœur, des âmes magnifiques, mes guides. Merci à ceux que je rencontre, à ceux qui me font des commentaires, à ceux qui me partagent leurs messages, leurs expériences de vie, qui me sollicitent, qui me demandent ouais, un partage, une écoute, de l'aide, des conseils, quelque chose, enfin un échange en fait. Voilà. Franchement, c'est toujours avec plaisir. Ciao.